La conférence de ce soir sur la nouvelle vague, sur les nouvelles vagues de coups d'État en Amérique latine fait écho à l'actualité, puisque, comme vous le savez, le Paraguay a connu cette année même un coup d'État qui destitua le président progressiste Fernando Lugo. Gustavo Zaracho, donc à droite, est membre du collectif Paraguay, et il reviendra tout à l'heure sur la situation de son pays. Ces coups d'État au Paraguay, ce coup d'État fait écho à celui qu'a connu 3 ans auparavant le Honduras en 2009, et Hélène Roux, journaliste, a particulièrement suivi l'actualité de ce pays et nous en parlera. Ces coups d'État, pourquoi on parle de nouveaux coups d'État? C'est parce que ces coups d'État se sont produits à un moment où l'on pensait que les démocraties s'approfondissaient, à la fois en Amérique latine mais aussi en Amérique centrale depuis les années 90. Ils ont surpris beaucoup d'observateurs et ils viennent rappeler que le continent est toujours en proie à de puissants intérêts économiques et politiques qui n'hésitent pas à remettre en cause les choix démocratiques des peuples. Gustavo Zaracho et Hélène Roux jetteront la lumière justement sur ces intérêts qui ont motivé les deux coups d'État. Ils reviendront également sur les résistances qui sont en cours, et l'on aura également des témoignages de plusieurs résistants, à la fois en Allemagne, mais aussi en Europe. Alors, via Skype, du Honduras, ouais. Via Skype, on sera en ligne avec Kirstine Iota, qui est membre de la coordination Honduras d'Allemagne, avec Berta Oliva, coordinatrice du COFADE, donc le comité des peuples, des familles de détenus disparus du Honduras, et Dina Mesa, avocate et journaliste du COFADE, ainsi que Maria Proa, qui est, tu peux me rappeler... Marine, donc c'est le projet d'accompagnement solidaire au Honduras. Donc elle coordonne ce projet. D'accord. Alors, on va commencer la conférence par un petit film qui présente la résistance au Paraguay, et ensuite on donnera la parole à Gustave. Il est intéressant quand même ce soir de commencer pour donner quelques points de repère aux gens, notamment sur le plan politique de l'histoire du pays. Donc, au Paraguay, depuis plus d'un siècle, donc, il y a une succession de gouvernements et essentiellement des deux partis politiques. Ces deux partis politiques, le Parti Colorado et le Parti libéral, actuellement le Parti libéral radical authentique, ont été créés la même année, en 1887, dans l'après-guerre, une guerre au XIXe siècle qui a dévasté le pays et qui a opposé le Paraguay à l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Et sur le plan, disons, de la vie sociale, économique et démographique du pays, c'était une catastrophe. Donc le Paraguay a été littéralement terrassé, et c'était un pays occupé. Ces deux partis ont été créés quelques années après la fin de cette guerre, et très en lien avec les puissances qui ont vaincu cette guerre, donc l'Argentine et le Brésil notamment. Le Parti Colorado, plus enclin, dans ce parti, vient représenter l'oligarchie terrienne du pays, et très en lien avec le Brésil. Et de l'autre côté, on avait le Parti libéral, plus proche des intérêts argentins à l'époque, et plus lié à une élite urbaine, mais avec des grands intérêts aussi dans le domaine des grandes propriétés terriennes. Donc, dans les deux partis, on a quand même cette oligarchie terrienne du pays. Il faut dire juste aussi que dans cette après-guerre, après la fin de la Grande Guerre, de la guerre de la Triple Alliance, tous les terres publiques ont été privatisées et données à intérêts étrangers. Donc on voit très bien que c'est la naissance de ces deux partis qui se sont succédés à partir de là, de 1887, au gouvernement, et toujours, ou presque, d'une façon violente. Donc, la seule fois dans l'histoire politique du pays où un gouvernement d'un signe différent de ces deux partis politiques qui a gouverné, c'était en 1936,
une expérience tout à fait inédite et assez paradoxale, mais on n'aura pas le temps de développer. Et ces gouvernements ont duré un an. Donc en 1936, et moins d'un an, ces gouvernements ont été renversés. Et pendant ces gouvernements, en 1936, la plupart des ministères sociaux ont été créés. Le ministère de la Santé, le ministère du Travail, etc. Ça vient de cette époque-là. Par la suite, une succession à nouveau des coups d'État, des révolutions, entre les Colorados, parce que le parti Colorado, c'est l'Association nationale républicaine, dit Parti Colorado. Colorado, vous savez, c'est rouge en espagnol, donc ça vient, le Parti Colorado vient du drapeau de ces partis. Et donc, il y a cette succession, et on arrive en 1947, et un gouvernement Colorado, un militaire, arrive au pouvoir à la suite d'une révolution interne, d'une guerre civile dans le pays. Et à partir de cette date-là, de 1947 jusqu'à 2008, c'est le même parti qui a gouverné le Paraguay. Et entre 1954 et 1989, c'était une dictature militaire. Certains d'entre vous le connaissent, je vois beaucoup d'amis et des camarades de l'Amérique latine, donc c'est la dictature du général Stroessner. Et je voudrais faire une parenthèse et rendre hommage aussi à tous les militants, les familles et les personnes qui ont combattu cette dictature qui a duré 35 ans. Et notamment rendre hommage ce soir à Delicia Villagra, qui est ce soir avec nous ici, une famille, la famille Villagra, qui est avec là. Delicia. Une famille qui a combattu cette dictature. Son frère, Derli Villagra, président de la jeunesse communiste du Paraguay, a été tué. Il est jusqu'à aujourd'hui détenu, disparu de la dictature des Stroessner. Son corps n'a pas été retrouvé. Et néanmoins, et on y reviendra un petit peu plus tard, Stroessner, qui est mort en exil et en toute impunité au Brésil, il a été enterré là-bas. Suite au coup d'État du 22 juin, il y a tout un mouvement au pays pour répatrier le cadavre des Stroessner au pays, mais pas seulement, dans le cadre d'une espèce de déification ou de blanchiment de la dictature des Stroessner. Donc on voit très bien ces reculs démocratiques est lié aussi à une revendication du passé des dictatures du pays. Mais je crois qu'on aura l'occasion après d'y revenir. Juste pour finir cette partie, donc c'est parti, le Parti Colorado arrive jusqu'en 2008. Ils sont toujours au gouvernement jusqu'à cette date-là. Mais évidemment, en 89, la dictature est tombée. Mais par la suite, ils ont gagné les élections à nouveau 4 fois de suite, avec des événements, des remboursements, des coups d'État et des massacres aussi pendant tous ces temps-là. Mais ils ont gardé le pouvoir. Donc 35 ans de dictature militaire, mais dans une transition démocratique, ils ont réussi quand même à garder aussi le pouvoir à travers des élections. Jusqu'en 2008, où il y a un événement tout à fait inédit, donc une figure qui ne vient pas du monde politique, rentre sur les scènes politiques, un évêque des régions les plus pauvres du pays, très engagé aux côtés des paysans et des indigènes, qui s'appelle Fernando Lugo. Et cette personne donc, était très connue dans le pays, et finalement, il reçoit la proposition de prendre la tête d'une coalition, une coalition assez importante et assez large, qui allait de la droite, du parti libéral opposé au parti Colorado, au parti des gauches. Et l'objectif de cette coalition, c'était effectivement de chasser le parti Colorado du pouvoir et d'initier une véritable transition dans le pays. Donc il y a une alliance qui s'est formée, l'Alliance patriotique pour le changement, avec ces partis conservateurs et puis un nombre important des partis des gauches, des mouvements sociaux. Et cette coalition a gagné les élections en 2008. Le 20 avril 2008,
Il y a un processus, mais c'est un gouvernement quand même qui est assez faible, parce qu'on a déjà à l'intérieur des tensions assez fortes. Donc vous vous en doutez, un parti libéral, on l'a vu très lié aux intérêts oligarchiques, mais en même temps qui avait aussi envie de mettre fin à ces gouvernements Colorado, mais avec des secteurs aussi beaucoup plus enclins à un changement, à une espèce de secteur plus social et même à gauche, même si ça peut paraître contradictoire. Et donc c'est un gouvernement qui a des difficultés, notamment sur le plan au Parlement. Donc les parlementaires qui soutiennent Fernando Lugo à proprement parler, ils sont très peu pressants, et la plupart appartiennent au parti libéral. Et quand on arrive au temps des réformes, et notamment des réformes pour des changements plus importants, il faut dire, disons, une donnée qui est très importante, que le Paraguay, la réforme agraire est clé dans le développement du pays. Donc c'est un pays où 2% de la population contrôle 80% des terres cultivables du pays. Donc si on prend le coefficient des Gini, donc c'est le coefficient le plus élevé de la planète. Donc c'est, voilà, ça vous le savez, si plus on s'approche de 1, c'est le monopole absolu, et plus on est proche de 0, donc c'est la distribution parfaite, et le Paraguay a 0,94 dans le coefficient des Gini. Donc actuellement c'est le plus haut de la planète, pour voir à quel point le problème de la terre est clé dans le pays. Et le Parti libéral était dans cette coalition opposé à ces réformes. Mais néanmoins, il y a eu des changements qui ont été déclenchés pendant ces 3 années, presque 4 années des gouvernements Lugo. Et notamment sous des avancées concernant la négociation du traité, la renégociation du traité d'Itaipú. Le Paraguay est copropriétaire d'un des barrages les plus grands de la planète. Donc ces petits pays de l'Amérique du Sud est un des plus importants exportateurs d'énergie électrique de la région. Donc le Paraguay exporte de l'énergie électrique, exporte entre guillemets, parce que à travers un traité qui a été signé pendant 2 dictatures, au Brésil et au Paraguay, on est obligé de donner pratiquement l'énergie électrique que le Paraguay n'utilise pas, du barrage d'Itaipú, au Brésil, à prix cassé. Donc ce traité a été signé pendant les 2 dictatures d'Stroessner et aussi la dictature au Brésil. Et pendant le gouvernement Lugo, on a réussi à avoir quelques changements dans ces traités. Donc la compensation du Paraguay a augmenté, et à terme, le Paraguay avait la possibilité aussi de commercialiser son énergie électrique de façon libre. C'est ce que le traité signé pendant la dictature interdisait. Et disons, l'argent que l'État paraguayen avait en plus à partir de ces compensations était investi aussi dans des programmes sociaux. Et au niveau de la santé publique aussi, il y a eu des avancées importantes. Elle a été rendue gratuite. Il y a eu un renforcement aussi des centres de santé dans des régions les plus reculées. Et le gouvernement a essayé aussi d'établir un cadastre national qui était inexistant, pour savoir, pas pour faire déjà la réforme agraire, mais tout simplement pour établir à qui appartiennent les terres du pays. Il y a eu une opposition énorme dans ça. La commission Vérité et Justice qui a été formée, donc, a établi qu'il y a au Paraguay 8 millions d'hectares des terres qui ont été pillées, volées pendant la dictature d'Stroessner et données de façon frauduleuse à des personnes qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pas destinataires de la réforme agraire, des généraux, des entrepreneurs, des politiciens. Donc au Paraguay, on a des généraux qui sont des paysans sans terre. Donc ils ont reçu des terres à cette époque-là. 8 millions d'hectares, c'est 20% du territoire national du Paraguay. Il y avait un projet de loi aussi pour taxer l'exportation de soja. Le Paraguay est le 6e producteur et le 4e exportateur de soja au niveau mondial. Et le soja ne paye que 1%, ne verse que 1% d'impôts à l'État paraguayen. Il y a eu aussi une amélioration du contrôle de l'État sur l'utilisation des pesticides et de l'entrée des OGM dans le pays.
Et puis sur le plan politique, l'arrivée avec Lugo au gouvernement des secteurs des gauches, même si on ne peut pas, je crois, hein, parce que Lugo lui-même, il ne se définissait pas comme étant des gauches, il se définissait comme plutôt centriste, mais dans ce gouvernement, il y avait des ministres qui s'affichaient clairement des gauches, et avant, on avait un débat politique au Paraguay qui était toujours libéraux, colorados, et dans le pays, il y avait un débat politique droite-gauche actuellement. Dans un pays où il y a une tradition anticommuniste énorme. Il faut dire que le Paraguay, c'est un des rares pays actuellement qui reconnaît par exemple le Taïwan. Et c'est un des seuls États qui a reconnu le gouvernement actuel au Paraguay. Et le Taïwan a financé la construction du Parlement paraguayen. Donc le bâtiment où siège le Parlement au Paraguay a été financé par un gouvernement étranger, donc par le Taïwan, pour voir à quel point il y a ces relations. Donc dans toutes ces années, il y a eu, et je vais accélérer un petit peu, il y a eu, parce que la Constitution paraguayenne permet la possibilité de destitution à travers un procès du président. Le Sénat peut destituer le président, mais en déclenchant un procès. Et pendant toutes ces années du gouvernement Lugo, il a été menacé 23 fois des destitutions. Donc ils n'ont pas déclenché la procédure de destitution, mais les chefs d'accusation ont été invraisemblables la plupart du temps. Par exemple, donc on a mis comme une accusation sa paternité, etc. Parce qu'en étant prêtre, il avait eu des enfants, des choses comme ça, mais rien à voir avec vraiment des accusations sérieuses et sur le plan juridique vraiment fermes. Jusqu'à le 15 juin 2012, cette année donc, où il y a eu dans des terres d'un grand propriétaire terrien, une personne qui est très liée à la dictature estroniste, dans des terres qui sont parmi les terres qui ont été pillées pendant la dictature, dans ces 8 millions d'hectares volés. Dans ces terres-là, des paysans sans terre ont occupé ces terres pour les récupérer. Il y a un affrontement entre les paysans sans terre qui occupaient ces terres et la police. Il y a 17 morts, donc 11 paysans sans terre et 6 policiers. Et cet affrontement et ces morts déclenchent évidemment une indignation générale dans le pays. L'opposition à Lugo crie au scandale. Il y a des mesures qui sont prises tout de suite. Donc le ministre de l'Intérieur a été destitué, le chef de la police. Il y a une enquête qui a été déclenchée pour établir les responsabilités de ce massacre. Et néanmoins, l'opposition n'a rien entendu. Et moins d'une semaine après, il y a au Parlement la votation pour un procès de destitution du président. Entre la prise de décision d'un procès donc, et la destitution de Fernando Lugo sont passées 24 heures. Donc, la veille, ils ont pris la décision, le lendemain, ils l'ont destitué. Il faut dire qu'au Paraguay, quand on commet une infraction au code de la route, on a au moins 5 jours pour préparer sa défense. 5 jours. Et là, pour destituer un président, on l'a donné moins de 24 heures et 2 heures pour sa défense, pour la plaidoirie des défenses. Donc on parle donc, à partir de tous ces éléments-là, d'un coup d'État parlementaire. Il y a de plus en plus d'évidence, et je voudrais aussi ce soir dire que cet affrontement, il y a une commission indépendante qui mène actuellement une enquête, qui a rendu un rapport. Il y a beaucoup d'éléments qui mettent des doutes sur la version officielle, que cet affrontement a été déclenché par les paysans. Donc il y a par exemple, toute l'expertise, comment on dit ça, balistique, sur les corps des personnes tuées n'a pas été... Pardon ? Les légistes sur les balles qui ont été trouvées sur les corps n'a pas été jusqu'à présent établi. Et il y a un rapport qui est actuellement en ligne, il est en espagnol, mais qui est accessible aux gens qui sont intéressés, d'une commission indépendante qui montre tous les zones d'ombre et la possibilité bien réelle que cet affrontement ait pu être
un montage aussi pour déclencher cette institution. Donc, le 22 juin, Fernando Lugo a été destitué et le processus, avec toutes ces contradictions, hein, parce qu'il faut dire que ce n'était pas un processus qui était simple et parfait, il était loin d'être parfait. Et le gouvernement de Fernando Lugo aussi était, voilà, il y avait des contradictions énormes. Et il y a eu un ministre de l'Intérieur qui était aussi très lié à ces groupes oligarchiques, on voit très bien dans ces compositions. Mais le processus déclenché était quand même, disons, dans la bonne voie. On pouvait espérer d'avancer vers d'autres schémas dans le pays. Et je vais finir par là, mais en présentant très rapidement aussi les acteurs de ces coups d'État, de cette destitution, de cette interruption. Mais vous vous en doutez bien, on voit au Paraguay ces secteurs clés. Les grands propriétaires terriens, moi je n'ai parlé un peu de la situation de la concentration de la terre. Je voulais juste ajouter qu'entre 1991 et 2008, la surface cultivée dans le pays a augmenté de 35%. Mais dans la même période, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 5%. C'est-à-dire que la concentration de la terre du Paraguay était déjà énorme et s'est reconcentrée encore pendant toutes ces années-là. Et là, même pas le processus d'une réforme agraire, mais la menace de la possibilité et un mouvement social pour récupérer des terres volées mettait déjà, affolait déjà ces grands propriétaires terriens. Deuxième acteur important, l'agrobusiness au Paraguay. Il y a 12 entreprises multinationales au Paraguay qui contrôlent pratiquement l'intégralité du marché agroalimentaire au pays. Donc 4 entreprises américaines, 7 entreprises européennes et une entreprise asiatique. Donc ils contrôlent entièrement, ou presque, l'importation d'engrais, de semences, paquets technologiques. Et de l'autre côté, ils contrôlent aussi l'exportation, notamment du soja en grains. Et 6 entreprises, on a Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus, française donc, Noble et Unilever. Ces 6 entreprises contrôlent 40% des exportations du pays. Entre 2006 et 2007, ces 12 entreprises ont fait en chiffre d'affaires 1,5 milliard de dollars. Si on prend un peu les importations et les exportations, 1,5 milliard de dollars. Et ils sont payés d'impôts dans le pays 40 millions de dollars. Donc ça représente 2,6% de leur chiffre d'affaires. Et ils sont créés en tout, parce que ça a été calculé, en tout environ 2000 emplois directs. Donc ce secteur était gêné aussi parce qu'il y avait de plus en plus de contrôles sur les semences OGM qui devaient entrer dans le pays. Donc il y avait certaines variétés qui n'étaient pas autorisées dans le pays. Et dernier acteur qui est quand même important, c'est la multinationale minière Rio Tinto Alcan, qui depuis longtemps souhaitait s'installer au Paraguay. Donc Rio Tinto Alcan, c'est une multinationale qui est présente en France, à Gardanche, je crois. Et elle souhaite faire une partie du processus de transformation de l'aluminium au Paraguay. Le Paraguay n'est pas un marché pour l'aluminium. Le Paraguay ne fera pas la transformation de l'aluminium dans les produits finaux. Il y a juste une partie du processus qui sera fait au Paraguay. Mais cette partie-là a besoin d'énergie électrique, parce que c'est une industrie électro-intensive. Et ils ont besoin d'énergie électrique bon marché. Donc cette énergie devait venir du barrage d'Itaipú. Donc le prix qu'ils proposent pour payer sur l'énergie paraguayenne doit être subventionné par l'État paraguayen. Donc pour vous donner d'ordre d'idée, moi je ne suis pas technicien dans ces domaines-là, mais si le prix du marché de l'énergie hydroélectrique paraguayenne est à $60 mégawatt-heure, Rio Tinto Alcan propose payer $38 mégawatt-heure. Donc le reste étant financé, subventionné par le peuple paraguayen. Donc d'où l'intérêt de cette multinationale de s'installer dans le pays. Après le coup d'État,
et ils ne se sont pas cachés. Donc c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne se sont pas cachés. Si on prend qui ont été nominés, donc évidemment c'est le vice-président qui appartient au parti libéral. À la destitution de Lugo, c'est lui qui prend la présidence. Il s'appelle Federico Franco. Donc depuis 2009, et ça il y a les fameux dépêches Wikileaks qui ont été révélées. Depuis 2009, il conspire pour renverser le président. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Et son gouvernement, après le 22 juin, si on prend les ministères clés, au ministère de l'économie a été nommé le conseiller de l'Union des groupes, des grands cultivateurs de soja, la UGP. Au ministère de l'Industrie, au vice-ministère a été nommé l'avocat lobbyiste de la multinationale Rio Tinto. Et au ministère qui contrôle la qualité végétale et des semences a été nommé un entrepreneur du secteur justement des ventes d'engrais et très lié à la multinationale Monsanto. Donc on a l'impression que c'est assez brutal et assez grossier, mais ils l'ont fait de cette façon-là. Donc ces personnes, ces nominations au ministère et les premières mesures vont exactement dans ce sens-là. Il y a eu la libéralisation des plusieurs variétés des semences OGM qui étaient jusqu'à présent interdites au pays. Il y a une accélération aussi dans les négociations pour l'installation de Rio Tinto Alcan. Sur le plan social, toutes les personnes qui ont commencé à travailler pendant le gouvernement Lugo ont été licenciées. Il y a, en 4 mois, il y a 2500 personnes qui ont été licenciées. La télévision publique, et c'est une réussite aussi de ces gouvernements, a été, elle fonctionne toujours, mais il y a eu effectivement des licenciements massifs aussi dans cette télé publique et des réductions aussi des budgets des programmes sociaux. Mais je ne voudrais pas m'étendre un petit peu plus parce qu'en plus on doit faire une connexion aussi avec l'Honduras. Je vais m'arrêter ici et puis au moment de l'échange, on pourra éventuellement aborder d'autres points. Merci. Bonsoir. Donc, comme l'a dit Gustavo, on va être en ligne très prochainement avec des gens qui en plus ont un horaire un peu serré. Donc je vais faire une introduction très très courte et après on va passer donc la parole à nos invités qui attendent tant en Allemagne qu'à Tegucigalpa ou Honduras. Moi je voudrais juste dire pourquoi on a décidé de mettre en parallèle le Honduras et le Paraguay. C'est parce que ce sont deux pays qui présentent des similitudes, non seulement parce qu'ils ont été victimes à 3 ans de différence d'un coup d'État, mais parce que ce sont deux petits pays dont on ne parle presque jamais, mais qui présentent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un certain nombre d'enjeux géostratégiques. Gustavo vient de dire l'enjeu de l'eau et de la question agraire et puis des ressources. Pour le Honduras, donc on voit là une carte. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Honduras est le seul pays d'Amérique centrale dont la côte atlantique, c'est-à-dire celle qui regarde directement vers les États-Unis et en particulier vers la Nouvelle-Orléans, c'est une côte atlantique qui est très bien connectée avec le reste du pays, avec le reste de l'Amérique centrale. Ce qui n'est pas le cas du Nicaragua, dont la côte atlantique est complètement enclavée, ni le cas du Guatemala, ni le cas du Costa Rica qui se trouve un peu plus bas, quand le Salvador, il se trouve du côté pacifique. Donc l'intérêt géostratégique du Honduras existe dans le cadre notamment de grands projets d'infrastructure qui se sont développés ces dernières années, en particulier ceux qu'on a appelés d'abord Plan Puebla-Panama,
puis aujourd'hui plan Mesoamérica, qui sont des grands plans d'infrastructure qui sont censés donc faire circuler les biens et les marchandises tout au long de l'isthme centra-américain et en particulier en direction des États-Unis, donc via la côte atlantique. Et puis évidemment, de l'autre côté, on a le débouché de la Chine. Donc on a tout un tas de corridors de développement qui vont directement de la côte atlantique du Honduras jusqu'au Salvador et vice-versa. Donc ça, c'est une chose qui est importante de comprendre quand on veut comprendre un peu les enjeux du Honduras et en tout cas des événements qui s'y sont produits et les regarder dans le cadre international. Ce qu'on peut dire de ces coups d'État, c'est qu'ils s'inscrivent aussi l'un comme l'autre dans le cadre de nouvelles formes de confiscation du pouvoir qui ont été enrobées dans une apparence constitutionnaliste. Donc dans le cas du Honduras, on a effectivement expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État, mais donc d'un rétablissement de l'état de droit et d'une sauvegarde de la Constitution. Et c'est ce qui s'est passé également dans le cas du Paraguay. Avec une différence dans le cas du Honduras, c'est que c'était 3 ans avant, donc ils en étaient un peu à leur coup d'essai, donc ça n'a pas si bien marché qu'au Paraguay. Et au Honduras, on a vu sortir la puissance militaire pour donc perpétrer ce coup d'État, donc le 28 juin 2009. Et actuellement, donc je pense que nos interlocutrices vous en parleront, un rapport vient d'être publié qui est le rapport de la Commission de Verdad, qui en espagnol se traduirait par la vraie commission, parce que donc après le coup d'État, il y a eu une commission institutionnelle qui s'est appelée Commission de la Verdad y la Reconciliación, de la vérité et de la réconciliation. Et parallèlement, donc, a été un groupe international de juristes, de défenseurs des droits humains, a publié et a enquêté pendant plus de 14 mois pour publier le rapport de la Commission de Verdad, c'est-à-dire de la vraie commission. Ce rapport a conclu qu'il s'agissait bien d'un coup d'État, évidemment, mais la commission institutionnelle également a conclu au fait qu'il s'agissait bien d'un coup d'État. Et finalement, quand on observe les câbles de Wikileaks, qui, comme dans le cas du Paraguay, ont été très utiles pour comprendre un peu quel a été le rôle des États-Unis, on s'aperçoit que l'ambassade des États-Unis, très tôt, fait savoir à son gouvernement que la prise, le coup d'État au Honduras et la nomination du président de facto Micheletti à la tête du pays comme président par intérim était totalement illégal. Donc je vais m'arrêter ici pour le moment, je reprendrai après, mais je souhaiterais donc d'abord donner la parole à des amies allemandes qui, pendant 3 mois cet été, ont accompagné un projet de radio communautaire et qui ont fait donc un travail de solidarité auprès de radios, parce que les médias au Honduras ont dans leur grande majorité été favorables au coup d'État. Elles ont même pour certaines, disons pour la plupart, participé activement au coup d'État. Et donc pour les mouvements populaires et la résistance, les radios alternatives et les radios communautaires ont été vraiment une courroie de transmission des mouvements de résistance. Et c'est pourquoi elles sont particulièrement menacées et donc
je souhaite maintenant donc donner la parole à ces compagnes allemandes qui ont donc fait ce travail.